On a déjà un certain nombre. Combien de personnes ont configuré leur Jenkins pour utiliser juste un build qui traîne avec la dernière version de Java 8? Parce que c'est 1, 2, 3, 3,5. C'est le truc le plus important en fait, le reste on s'en fout. C'est vachement important que vous preniez, surtout si vous avez beaucoup de code qui n'est pas open source, c'est-à-dire que nous on ne voit pas, parce que la façon dont on veut savoir si un truc est utilisé et si un truc on peut le changer, on utilise Google, ce qui n'est pas le meilleur outil pour ça. Chercher dans le code source, c'est pas encore super génial, et c'est que les trucs qui sont open source. On va trouver que ça. Donc ça veut dire que si vous avez un projet avec beaucoup de lignes de code et que ça va foirer avec Java 8, ben on ne le saura pas, vous ne le saurez pas quand ça sera réalisé. Si vous avez juste un build de Jenkins qui tourne et vous testez les bêtas qui arrivent, d'accord, les bêtas elles sont toutes au même endroit, vous cherchez juste le dernier truc. Alors je ne sais pas s'il y a un plugin Jenkins pour faire ça, mais il devrait y en avoir un. Ce serait une bonne idée que si quelqu'un peut l'écrire. Juste prendre la dernière bêta Java 8, faire tourner. Si vous avez un bug, vous copiez-collez le truc sur la mailing list, genre core dev sur l'OpenJDK, et vous envoyez. On se débrouille après. D'accord, mais là, si on regarde le code source auquel on peut accéder, je pense que ça doit être 1/10 de tout le code source qui existe. Donc on est un peu dans le brouillard. C'est pas un appel à l'aide, hein. C'est chez vous que vous aurez le problème plus tard. D'accord? Mais ça serait voilà, une bonne idée si on veut. On parle de la communauté Java et ainsi de suite. Quand on regarde, on fonctionne pas mal avec des œillères, hein, ce que je vous disais. On a une partie du code. Donc l'estimation 1 sur 10 000, elle est au doigt mouillé. Hein, c'est peut-être 1 sur 100 000. Donc clairement, on ne voit pas tout le code. Comme on commence à casser des choses, parce que il y a des choses qui doivent être cassées de temps en temps. Alors ça sera surtout particulièrement vrai avec Java 9. Enfin, ça dépend de ce que deviendra Java 9. Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va casser. On va pas casser grand-chose, hein, mais il suffit bien sûr que ça vous impacte pour que ça soit monstrueux. Et ça serait bien qu'on ne se retape pas le coup de Lucene, enfin du bug Lucene qu'on a eu avec le JDK 7. On peut peut-être démarrer, je sais pas. Ah, on attend. Il faut que je continue à meubler. Je vais faire des claquettes. Je vais tout casser, donc je ne vais pas faire des claquettes. Dommage. Vous ne verrez pas les claquettes. Bon, puisque je vais meubler, je vais vous expliquer comment je suis rentré là-dedans. Comment je me suis retrouvé là. Alors, en fait, historiquement, j'ai découvert Java après un cours de C++, qui s'est très mal passé. J'étais étudiant à l'époque, et ça s'est vraiment très mal passé. C'est-à-dire que j'avais pas mal codé en C, beaucoup codé en C, j'avais beaucoup de problèmes, et puis l'introduction au monde objet, je l'ai fait avec C++. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai cherché des trucs, ça tombait bien, c'était pile en 95-96. Et donc Java est sorti. En plus, c'était la seule façon d'avoir des pages qui bougeaient en HTML. Donc on a commencé, je vous raconterai la suite plus tard. Mais bon, je suis tombé dedans, et puis après, j'avais des problèmes, il y a des trucs qui marchaient pas. Et comme je suis chiant, j'ai été dire aux gens que ça marchait pas. Et en fait, ça marche super bien d'aller dire aux gens que ça marche pas. Je veux dire, pas la première fois, pas la deuxième fois, mais quand on dit ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça sert à ça les mailing lists, hein, ça sert juste à dire ça marche pas. Enfin, de temps en temps, juste tous les mois, vous dites une fois ça marche, c'est génial, juste pour l'ego, pour pas qu'on soit déprimé, mais basiquement, au moins, voilà, ça permet de pas être complètement avec des œillères, pas complètement dans le noir. Donc on va commencer, peut-être, sur oui. Donc c'est un. Je vais pas vous parler de ce qu'il va y avoir dans Java 9 parce qu'on n'en sait rien de ce qu'il y a.
Je vais vous expliquer la façon dont ça marche, d'accord, la façon dont les features arrivent ou disparaissent des versions de Java, au moins actuellement. Et puis après, je vais vous dire ce que j'aimerais bien qu'il y ait dans Java 9. Et je vais essayer de vous convaincre que ça serait bien que ça soit dans Java 9, parce que moi, j'ai aucun poids. Je peux juste aller faire chier les gens. Mais par contre, si on va tous faire chier Oracle, alors, il y a des chances qu'il y ait ça dans Java 9. Alors, ouais, en plus, il faut que j'utilise les bonnes touches. Donc, on m'a demandé de parler de moi, parce que j'avais oublié le transparent la fois dernière. Donc, j'ai fait une thèse sur le multidispatch en Java, c'est-à-dire que j'ai passé 3 ans juste sur l'appel de méthode en Java et un appel particulier. Vraiment. Après, donc, j'ai fait partie de la JSR 292. Alors, c'est quoi les histoires de JSR ? C'est historiquement, si on voulait que les choses avancent en Java, il faut se mettre dans un projet, faire le projet, que ça marche, et puis après, c'est intégré au JDK. Donc, j'ai bossé sur Invoke Dynamic. Voilà, je suis un des papas d'Invoke Dynamic, où on a eu le droit d'ouvrir la machine virtuelle. C'est un truc qu'on n'avait pas eu le droit de faire. C'est un des trucs qui a été génial avec le fait que Java soit devenu open source. On a pu regarder le code, parce qu'avant on ne pouvait pas. Et en regardant le code, finalement la machine virtuelle Java qui était faite pour un langage qu'on dit statique, en fait il est juste typé statiquement. Hein. Mais le langage en lui-même est très dynamique. Et finalement rajouter une instruction pour permettre le support des langages dynamiques, c'était pas quelque chose de si compliqué que ça nous a juste pris 5 ans. Alors ça tombait bien parce que à ce moment-là, Sun était en train de mourir, il y a eu le rachat avec Oracle. Donc ça nous a laissé plein de temps pour pouvoir bosser, parce qu'habituellement, les releases sont plutôt de l'ordre de 2 ans. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour travailler. Donc je fais actuellement partie de la JSR 335 sur les lambdas, du groupe qui fait tout ce qui est l'API Java Util Stream. Donc quand il y a quelque chose qui a été cassé dans l'API Stream entre la bêta machin et la bêta machin plus 1, c'est de ma faute. Mais c'est des bêtas, ça sert à ça. Ça sert à casser les choses, d'essayer de les faire bien. Donc, je suis contributeur open source pour le projet OpenJDK pour ASM, qui est un framework pour générer du bytecode. Parce que dans la vraie vie, je suis payé, entre autres, pour faire des compilateurs et ce genre de choses-là. J'ai un certain nombre de projets où je suis contributeur tout seul, comme PHP Reboot, JDart ou Emerald, c'est le dernier, qui sont basiquement des implémentations de langages qui existent déjà, mais sur les machines virtuelles Java. Le but n'est pas de supporter le langage complètement, mais de vérifier qu'on peut le faire. D'accord, de retirer de l'expérience et aussi de publier ce truc-là. Et bien sûr, je suis aussi enseignant, donc je tape sur mes pauvres ch'tines étudiants jusqu'à temps qu'ils comprennent ça veut dire quoi développer en Java, développer sérieusement aussi, être professionnel. Et je suis très fier d'avoir plein de ch'tines étudiants ici dans cette salle-là, ou même à Devox, de façon générale. Il faut qu'ils lèvent leurs mains. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Donc c'est ce que je vous disais, je suis venu avec mes cousins. Donc, on va réaliser le Java 8 dans pas longtemps. Une des questions qu'on entend tout le temps, c'est quand est-ce que va se faire la release de Java 8. Donc j'ai mis quelques transparences d'abord sur Java 8. Comme ça, j'aurai plus de questions là-dessus, ça sera réglé. Donc on est en retard, clairement. Ah oui, les transparences sont en anglais, c'est parce que l'année dernière, je les ai écrits en français et on m'a demandé de les traduire après parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés, donc j'ai été feignant. C'est pas du vrai anglais, hein, c'est du anglais comme j'écris moi. Pourquoi on est en retard ? On est en retard pour basiquement 2 choses. On est en retard sur la partie Java Util parce qu'il ne faut pas qu'on foire et que voilà, il y a des cadors de Java Util. Il y a déjà un certain nombre de packages qui existent déjà, qui ont leur système de lambda. Je pense à Guava par exemple ou ce genre de choses-là. Donc ils n'ont pas les lambdas en termes de sucre syntaxique, mais ils ont une API qui permet déjà d'utiliser ce genre de choses-là. Donc il y a pas mal de discussions d'aller, de retour en arrière, ça prend pas mal de temps, mais on veut pas foirer. Donc on préfère prendre un peu plus de temps. Je suis pas là en fait.
Et sinon, il y a l'autre truc qui est important, c'est que la syntaxe des lambda, en fait, on essaye d'éviter de mettre des types dedans pour que ça soit, on ait l'impression que ça soit comme dans un langage dynamique. Parce que c'est quand même, une lambda, normalement, c'est quand même quelque chose qui est censé être relativement court pour juste exprimer une expression. Et donc ça veut dire quoi? Comme on veut rester dans un langage typé, parce qu'on veut pouvoir faire refactor dans Eclipse, ça veut dire qu'on a de l'inférence de malade. On a vraiment de l'inférence de malade. C'est-à-dire que c'est la deuxième chose sur laquelle on a commencé à travailler. La première chose sur laquelle on a commencé à travailler, c'était de péter les interfaces. Et la deuxième chose, ça a été de faire l'inférence des lambdas, c'est-à-dire avoir un mécanisme d'inférence. Si vous regardez, l'inférence c'est quoi? C'est juste le fait qu'il trouve les generics tout seul. Donc on n'a pas été bon en 1.5, on n'a pas été bon en 1.6, on n'a pas été bon en 1.7, mais ça s'est amélioré, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a encore des trucs stupides qui normalement devraient marcher en 1.8, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'inférence qui est capable de reconnaître des constructions de la 1.5. Donc vous devriez moins avoir d'erreurs de generics, mais on a toujours des wildcards. Autre chose, question qu'on pose souvent, c'est quoi la différence entre l'OpenJDK et l'Oracle JDK? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Oracle JDK? Entre autres des trucs fermés comme le Java plugin. Vous savez, le nid à bug où on dit Java a un trou de sécurité. Non, c'est pas Java qui a un trou de sécurité. C'est ce truc-là. C'est pas complètement vrai. Hein. Il y a quelques bugs, c'est Java. Mais les trois quarts des bugs qui ont été trouvés dernièrement, c'est dans un truc qui est fermé, qui appartient qu'à Oracle et où il y a personne qui a regardé. Bizarrement. Quand les gens ne regardent pas et que le truc n'a pas un mécanisme de sandboxing, parce que c'est ce qu'il y a, il n'y a pas de sandboxing. Dommage. D'accord, c'est pas Java qui est un IA bug. C'est le truc de Oracle à la con. Donc les lambda, rapidement avec les mains, c'est des fonctions anonymes typées. D'accord, on a deux syntaxes, juste avec la petite flèche là. On a juste repompé le truc de Scala, hein, et puis on a transformé le double flèche, le grand égal en petit égal, parce que c'est Java, c'est pas Scala. Non, c'est juste que la syntaxe était pas mal. Donc comment ça marche? Comme on voit, l'idée, hein, donc c'est j'ai un flux de données, je vais pouvoir filtrer le flux de données. On va voir c'est quoi les flux, les streams là. Et j'indique la façon dont je filtre. Donc là, je filtre n'importe comment parce que j'ai oublié le inférieur à 3 sur l'âge ou ce genre de choses-là. L'autre syntaxe qu'on a, on a des références sur des méthodes. D'accord, c'est-à-dire on peut typer des références sur une méthode. C'est-à-dire on peut avoir des sortes de pointeurs de fonctions. Avec un 2 points, alors j'ai mis un truc qui fait hérisser les cheveux de tout le monde pour être sûr que j'ai votre attention. On peut écrire un truc du genre stream for each system.out 2.2. println. Donc ça veut dire qu'on va prendre println, on va l'associer au system.out et créer une fonction à partir de ce truc-là. Et on va envoyer ça à for each. Les lambdas, c'est un truc qui existe depuis super longtemps en Java, hein, mais qu'on fait avec des classes anonymes, donc avec un truc super verbeux. Basiquement, sur les lambdas, on a fait deux choses. On a simplifié la syntaxe, le truc qui se voit, et on a aussi simplifié le truc qui est derrière pour pas payer le coût des classes anonymes à chaque fois. D'accord, parce que ça a un coût assez gros. Le but, c'était d'avoir une syntaxe pas trop mal, on va dire, pas trop moche, et donc d'avoir des meilleures classes anonymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lambdas ne sont pas des objets. On peut convertir des lambdas en objets, mais ce n'est pas des objets. Si vous demandez this à l'intérieur d'une lambda, ce n'est pas la lambda, c'est le truc qui est autour. Mais la lambda, d'accord, l'expression en elle-même, ah là mon code est un peu meilleur. L'expression en elle-même, d'accord, elle n'a pas de classe. C'est vraiment une pure fonction. C'est une pure fonction et on va pouvoir la transformer en objet par un mécanisme génial, magique, où on ne veut pas savoir comment ça marche, mais ça marche mieux que les inner classes. D'accord? J'ai fait une présentation au T-Jug il n'y a pas longtemps où j'explique un peu ce qu'il y a derrière. Si vous voulez regarder... Ah, je crois qu'elle n'avait pas été filmée. Dommage.
Autre chose qu'on peut faire avec des lambdas qui est assez intéressant, on peut capturer le contexte, d'accord? Quand on a des inner class, on peut déclarer le truc final, et puis dans ce cas-là, je peux récupérer la variable directement à l'intérieur de mon inner class. Donc là, on peut faire la même chose, on n'est pas obligé de déclarer final, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous codez, et puis votre IDE, il dit « Ah, du gland, t'as oublié final !» Si l'IDE il est capable de le faire, ça veut dire que le compilateur est capable de le faire. Donc finalement, on n'a pas besoin d'écrire final. Par contre, le compilateur va gueuler si jamais on change la valeur. C'est-à-dire qu'en Java, ce qu'on capture, c'est pas des variables, mais c'est les valeurs des variables. Alors il y a une bonne raison à ça, c'est ce qu'on veut faire pour les lambdas, c'est être capable de paralléliser les calculs. Et si on parallélise des trucs qui sont capables de se modifier eux-mêmes, comme ça s'exécute dans des threads différentes, ça marche pas. D'accord ? Donc c'est pas qu'on veut pas le faire, c'est pas qu'on sait pas le faire. Enfin plutôt c'est pas qu'on sait pas le faire, c'est qu'on veut pas le faire. On veut se restreindre à un mécanisme de lambda où basiquement on ne fait pas de mutation. On n'écrit pas un i++ dans des lambdas. On fait pas de modification de variables. D'accord ? On essaye d'envoyer des trucs qui sont purs fonctionnellement. Et c'est le framework qui va se démerder. Alors pourquoi on a ça ? Parce que si on a ce modèle d'abstraction là, alors le truc qu'il y a derrière, là, les streams machin, ils peuvent faire des choses intelligentes, ils peuvent distribuer le calcul, ils peuvent essayer de réordonner les données, essayer de pas tout calculer, pas faire d'étapes intermédiaires, et ce genre de choses-là. Donc, l'idée c'est, au lieu de passer d'un mode impératif où on dit ce qu'on fait, on va passer d'un mode où on va décrire les opérations qu'on veut, et on va laisser l'API de stream faire les calculs en elle-même. C'est ça le principe. Alors notez que c'est la première version de l'API Stream, donc elle est intelligente comme un concombre. D'accord, donc on introduit une nouvelle API. Alors pourquoi on ne fait pas ça directement sur des collections ? Parce que les collections sont mutables et justement là on veut des choses qu'on ne puisse pas muter. D'accord ? Donc basiquement, à partir d'une collection, je peux créer l'API de stream et à partir de l'API de stream, je peux reverser dans une collection en choisissant quel est le type de ma collection, ce qui est quand même une bonne idée aussi. C'est fluent. Fluent, ça veut juste dire je peux écrire point machin, point bidule, point truc. Ça marche. Donc j'ai la complétion. Quand je fais des choses pas trop compliquées, quand on fait des choses compliquées, c'est un peu offloadé. Et donc j'ai un support de trucs parallèles. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de jouer avec le framework de Doodly de forkjoin. D'accord ? C'est directement intégré et ça le fait mieux. L'autre intérêt, c'est qu'on a un support au niveau de la VM des lambdas, c'est-à-dire qu'on a expliqué à la VM, pour l'instant c'est un petit peu au forceps, c'était quoi des lambdas ? Le but c'est de ne pas payer le coût des inner class. Les inner class ont plusieurs coûts. On a un coût parce que ça prend de la place sur le disque, on a un coût parce qu'il faut vérifier les inner class quand on les charge, donc il faut charger l'IR du disque, il faut les vérifier, c'est du code Java, on vérifie. D'accord ? Autre chose, en mémoire, une classe, ça prend de la place. La machine virtuelle considère que les classes, c'est des choses qui ne bougent pas, et c'est des choses dont on peut décrire un certain nombre de choses pour après se servir de ces flags-là pour faire des optimisations. Donc des classes, c'est des gros objets. Le Javalang class, là, je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Mais non. Puis en plus, il a plein de caches, cet objet-là, parce que dès qu'on fait un get annotation ou ce genre de conneries-là, props, il crée des caches. C'est des objets énormes. Donc dans les inner class, on a le coût de l'inner class, c'est ne serait-ce qu'à runtime, on a juste le coût d'avoir une classe. D'accord ? La machine virtuelle, son principe de base, c'est de dire les classes ne bougent pas et j'ai plein d'interfaces. Mais dans le cas si on utilise des inner class pour représenter des lambdas, basiquement, on va avoir qu'un seul objet pour une classe. D'accord ? Donc ça prend plein de mémoire, ça ralentit les choses. Autre chose, la création des lambdas est faite de façon lazy, puisqu'on est la VM, on a le droit de faire des choses lazy, sans bug de concurrence. Donc c'est lazy, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous essayez de vous le coder en Java, ça sera moins bon. D'accord ? Notre façon de le dire, on est la VM, on peut le faire. Donc c'est ce que je vous disais, c'est l'API, la façon d'expliquer à la VM n'est pas finie. Ça va prendre du temps de faire ce truc-là. On espère que ça sera dans les updates du JDK 8.
Ça sera peut-être dans celle du JDK 9. Mais il y aura des updates constantes d'amélioration de la vitesse. C'est clair. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans telle version de Java, ou dans Java Next. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les JEP? Ouais, peut-être un peu. C'est le futur de Java, en fait. C'est-à-dire, c'est juste un document écrit en anglais compréhensible. D'accord, juste un truc d'informaticien, l'anglais d'informaticien. Où il y a expliqué, on aimerait bien faire ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un prototype qui va être développé par rapport à ce truc-là. Si le prototype il est retenu, si ça marche bien, ça sera intégré au JDK après. D'accord? C'est pour des trucs qui sont... c'est pas des trucs énormes qui vont être développés dans ce genre de truc-là. C'est pas un nouveau bytecode ou ce genre de choses-là, mais ça vous indique un peu quelles sont les directions du futur de Java. Donc si on regarde, c'est quoi le futur de Java? Dans les JEP, alors je vais les sélectionner parce qu'il y en a plein, il y en a plus d'une centaine. On a les value types. Alors c'est quoi les value types? C'est le fait de dire j'aimerais ne pas avoir un objet quand j'ai un integer. Alors il y a des cas où on est obligé d'en avoir un objet. D'accord? En C#, quand on manipule un int, des fois c'est un int, des fois c'est un objet, on ne le sait pas. Il ne vous le montre pas. C'est la même idée. L'idée c'est d'éviter de faire du boxing si on peut. Il y a certains cas où on est obligé de le faire, certains cas où on n'est pas obligé. La façon dont ça sera fait actuellement, les tests qui sont faits, ils sont faits au niveau de la machine virtuelle. L'idée, c'est d'expliquer la machine virtuelle comme on fait des value types. On trouvera la syntaxe en Java plus tard. La syntaxe, d'accord, c'est tout le monde s'écharpe dessus. Tout le monde regarde que ça. Mais c'est qu'un détail par rapport à ce qui est fait. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est pas uniquement des value types, c'est des tableaux de value type. Parce que c'est là où on perd beaucoup. D'accord, un integer en soi, il y a déjà des mécanismes pour virer les integers déjà dans le JDK 7. Dans la machine virtuelle, il y a déjà des trucs. Ça s'appelle l'escape analysis. J'adore ce nom-là. Mais basiquement, on a déjà des choses pour éviter de créer les objets. D'accord? Le truc qu'on a comme problème, c'est si j'ai une collection d'integers, j'aimerais bien que ça soit juste un tableau d'int. Ça serait une bonne idée. Donc c'est ça le problème, c'est comment marchent les tableaux de value type. Donc c'est un des futurs possibles de Java 9. On a d'autres futurs possibles de Java 9. On a Jigsaw. Jigsaw, le problème, c'est pas un problème d'implémentation. D'accord, c'est plus un problème politique. Il y a déjà plein de trucs qui existent. C'est plus arriver à se positionner. Je ne vais pas dire qu'on vous a expliqué que c'était des problèmes de ressources, c'est pas des problèmes de ressources. C'est vraiment plus des problèmes de faut que politiquement tout le monde se soit mis d'accord, parce que l'OpenJDK c'est pas que Oracle. D'accord, il y a plein de gens, il y a SAP, il y a IBM, il y a que des trucs où quand on les décide de les faire tourner, ils tournent directement. C'est pas des paquebots qui se comportent comme des savonnettes, pas du tout. Donc Jigsaw, c'est est-ce qu'il y aura Jigsaw ou pas? J'aimerais bien qu'enfin on ait un truc modulaire. Il y a une forte pression pour l'avoir parce que si vraiment on veut un truc sur mobile qui n'est pas une VM de merde, Dalvik c'est une VM de merde, la VM d'Android, elle est vachement bien pour les étudiants pour comprendre comment ça marche parce qu'elle est hyper simple. Par contre elle a des perfs de merde. Donc on a des téléphones qui commencent à être plus puissants ou des tablettes qui commencent à être plus puissants que des PC. Mais la VM ne suit pas. J'espère que... moi, c'était un de mes trucs, c'était de dire, quand il y a eu le procès entre Google et Oracle, j'étais sûr qu'ils allaient arriver à un compromis où Google aurait pu utiliser la VM de Sun, ou de Oracle. On aurait été tous gagnants. Bon, par contre, comme c'est des avocats qui ont réglé les problèmes, ça n'a pas bien marché. Je suis un peu trop idéaliste. Autre chose qu'on pourrait avoir dans Java 9, c'est les generics réifiés. C'est-à-dire le fait d'avoir lors de l'exécution, quel est le type argument, quand j'ai une liste de strings, pouvoir dire c'est une liste de quoi. D'accord. Il y a plein de gens qui ont regardé,
longtemps, 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 ça veut dire qu'il faut bazarder Java utile. Est-ce que vous êtes prêts à bazarder Java utile? Moi pas. D'accord, mais clairement c'est un truc qu'on dit peut-être pas assez. Il y a un coût à avoir les generics réifiés, il faut bazarder tout Java utile. Si vous regardez, on a déjà commencé, si vous regardez l'API de Stream, vous verrez qu'elle ne dépend pas de Java utile. Elle s'appelle Java utile Stream, mais elle n'est pas dépendante. On peut essayer de tourner. Bon, on va parler d'autre chose. Habituellement, alors il y a plein de problèmes, hein. Mais je vais parler juste d'un problème. Habituellement, moi, le truc qui me fait triper, c'est de prendre un langage dynamique et d'essayer de voir quels sont ses problèmes et comment on peut les résoudre. Et en fait, je me suis aperçu que Java EE, c'est un langage dynamique. Ah, ça vous en bouge un coin, là. En fait, dans Java EE, les implémentations utilisent un certain nombre de trucs techniques qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les langages dynamiques. D'accord? On fait de l'interception, on fait des trucs du genre, j'essaye de savoir si le champ a été appelé, dans ce cas-là, je vais marquer mon objet parce qu'il faudra que je le sauve dans la base. Ce genre de choses-là, c'est exactement la même chose que ce que font les langages dynamiques. Le gros problème, c'est que les technos qui sont utilisés à l'intérieur de ces bousins, c'est toutes les implémentations, hein, c'est pas j'ai quelque chose contre JBoss ou contre Spring. Toutes les implémentations, elles utilisent des technos qui datent de 98-2000. Elles ne profitent pas de la machine virtuelle. Alors il y a une façon hyper simple de voir ça, il suffit de regarder les stack traces. Alors je ne vous ai pas mis tous les stack traces, je suis gentil, hein, il m'aurait fallu plein de slides. Mais on a des $proxy machin qui traînent, on a des points invoke, d'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des langages dynamiques qui n'utilisent pas invoke dynamique. Si vous regardez les stack traces, vous avez exactement la même chose. C'est des problèmes de je fais un appel de méthode, mais je veux passer par tout un truc d'intercepteur pour loguer, pour faire vérifier la sécurité et après appeler la bonne méthode. C'est exactement les mêmes problèmes que pour les langages dynamiques. Alors, comme j'ai mis un truc sur Hibernate, j'en ai mis un avec JBoss et j'en ai mis un avec Spring. D'accord? C'est exactement les mêmes. Autre chose qui est fait, ces trucs-là, ils font pas uniquement que de générer des proxys. D'accord? Générer des proxys, c'est pas fait en utilisant l'API des proxys parce qu'elle est un peu lente. Donc ils génèrent du bytecode à runtime. C'est la façon dont c'est fait. D'accord? L'autre chose qui est fait, c'est qu'ils changent le bytecode que vous leur donnez. Ils rajoutent des choses dans le bytecode que vous avez écrit. D'accord? Donc c'est les trucs qu'on a là. On n'a pas que des méthodes proxy.invoke, on a des trucs qui réécrivent vos classes. D'accord? Le problème c'est quoi? C'est que si on regarde la spec en elle-même, elle n'est pas trop mal foutue, elle est modulaire. Je veux dire, ça aurait pu être bien pire. La spec, quand on regarde, on a les différentes parties. Je ne dis pas qu'elle n'est pas grosse, c'est des specs. D'accord? Mais au moins, on a un truc qui est à peu près modulaire. Ça définit des groupes d'annotations qui vont marcher sur certains trucs. C'est modulaire. En termes d'implémentation, à cause des technos qui sont utilisés par les implémentations, les trucs ne sont pas modulaires. D'accord? Je veux faire mon projet, je veux utiliser JBoss Security avec Spring Logging ou vice-versa, je ne peux pas. Ou alors c'est très compliqué. Des fois on peut, si vous regardez Spring Security, le code, il regarde, est-ce que vous ne seriez pas en train d'utiliser JBoss et il faut un truc particulier? D'accord? Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le ticket d'entrée, si je veux développer un nouveau truc comme ça, il est immense. Il faut que je connaisse tous les autres acteurs, que je vois la façon dont ils marchent, pour pouvoir faire de l'interopérabilité avec eux. Basiquement, ça veut dire que c'est pas fait. Ça veut dire qu'on est dans un... d'accord, on n'est pas dans un open market. On n'est pas dans un truc où on peut avoir des nouveaux arrivants qui ont des bonnes idées, qui vont implémenter les trucs. Pourquoi? Parce que les implémentations, elles sont monolithiques. Et pourquoi les implémentations, elles sont monolithiques? Parce qu'ils se basent sur des trucs, d'accord? Ils se basent sur des proxys, ils se basent sur le fait de réécrire du bytecode, qui sont des trucs qu'on n'est normalement pas censé faire. En plus, comme on se base sur des proxys, ça veut dire qu'on double le nombre d'objets. J'ai le proxy et j'ai l'objet.
Ça veut dire qu'en termes d'identité, c'est pas les mêmes. J'ai mon objet et mon proxy, d'accord? Tous mes étudiants, ils comprennent pas ce truc-là. Je suis même pas sûr que tout le monde ait compris dans la salle qu'il y avait deux objets, que c'était pas les mêmes, et que de temps en temps, on était obligé de ressortir pour rentrer parce qu'on doit passer par le proxy. D'accord? Pire encore. Il y a un truc qui est bien pire, c'est comment on modifie le bytecode. D'accord? Les clients, ils vous demandent de livrer les codes sources Java. Il y en a plein qui demandent mais de toute façon, c'est pas le code source qui s'exécute. Le bytecode, il est transformé. Lorsque la classe, elle est chargée, le bytecode, il est transformé. Le truc qui s'exécute, c'est pas votre code. C'est votre code avec plein de merdouilles. Je sais pas si vous avez déjà essayé de débugger. C'est l'enfer. D'accord? Il y a la moitié des trucs qu'on n'a pas. J'ai même inventé un acronyme pour ça. D'accord? Le code que vous faites tourner sur vos stacks, c'est pas le code que vous écrivez. Et ça, c'est un gros problème. Moi, je veux du code simple, je veux pas des trucs compliqués. D'accord? Alors, comme je suis gentil, je pense que c'est vraiment le temps qu'on essaye de pas séparer le monde Java d'un côté et le monde Java Enterprise de l'autre. Et qu'on se dise, est-ce que ça serait pas un peu bien que les gens de Java, que les gens qui font des machines virtuelles, ils essaient de regarder un peu ce qui est fait de l'autre côté et comment on peut améliorer les choses. Alors pourquoi les gens de Java, ils ont besoin de regarder les choses? Parce qu'on va avoir besoin de support au niveau du langage pour permettre ce genre de choses-là. Il ne faut pas rajouter beaucoup de choses, mais il faut qu'on ait du support au niveau du langage Java pour faire en sorte que les frameworks J2E, on arrive à les écrire correctement. D'accord? Basiquement, comme on n'a pas ce support au niveau, alors on génère des proxys, alors on réécrit le bytecode, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va aller dans un autre univers, l'univers des licornes, l'univers magique, où je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y aura dans Java 9, qui va faire en sorte qu'on puisse avoir des implémentations de Java EE performantes. Vraiment performantes. Hein. C'est assez simple, il suffit de regarder les performances qu'on a entre les langages dynamiques avant Invoke dynamique et les langages dynamiques après Invoke dynamique. En termes de performance, il peut y avoir des gains énormes. Un des gains qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on va simplifier les implémentations. Simplifier les implémentations, ça veut dire que les implémentations pourront être beaucoup plus intelligentes, parce qu'elles ne seront pas en train de gérer des proxys, elles feront leur métier, elles feront la sécurité, elles feront le logging, elles ne seront pas en train de faire des intercepteurs à la con. D'accord? Les containers, c'est pas la bonne abstraction. Les containers, c'est une connerie. Le fait d'avoir dit qu'on a des containers, ça veut dire qu'on va gérer... On n'est plus dans le monde Java, on est dans un espèce de truc isolé. Enfin, container, ça veut bien dire ce qu'on veut, on ne peut pas sortir. D'accord? Un container, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que directement les objets ils soient outillés pour que ça marche. D'accord? Autant la spec, elle est séparée en plein de choses différentes, autant les implémentations ne le sont pas. Les implémentations, elles devraient être pluggables. Comment on fait pour faire ça? Malheureusement, il faut s'intégrer à Java C. C'est pour ça que ça n'a pas été fait. On est obligé de modifier Java, sinon ça ne marchera pas. D'accord? C'est pour ça que ça ne sera pas fait aussi facilement que ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Sinon, je ne vous le dirai pas. J'irai directement le dire au jour d'Oracle. Je les ferai chier. Non, c'est parce que voilà, si on veut modifier Java C, il faut qu'il y ait une énorme demande. D'accord? Pourquoi? Parce que si c'est intégré à Java C, ça sera directement intégré comme il faut. On n'a plus besoin de réécrire le bytecode. On n'a plus qu'un seul objet, qui est l'objet qu'on a écrit. On n'a pas besoin de proxy. On garde le type checking. En plus, comme c'est des proxys, c'est implémenté n'importe comment. Ça fait du boxing. On a des stacks traces de merde. D'accord? On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est, d'un côté, Java qui doit prendre une partie du boulot de description, et de l'autre côté, c'est la machine virtuelle qui doit faire les interceptions. C'est la machine virtuelle qui doit faire le... Ah, merde, j'ai le terme en anglais. Le wiring des différentes parties. D'accord? Donc, puisqu'on est dans le monde magique des licornes, on peut inventer une nouvelle syntaxe. Alors, elle n'est pas beaucoup différente. Hein. J'ai un mot-clé qui s'appelle interceptable.
C'est-à-dire que mon objet, il est particulier. Je vais pouvoir lui attacher des intercepteurs, qui sont des choses qui vont être connues. Et de l'autre côté, je vais pouvoir écrire un intercepteur. Par exemple, l'intercepteur pour faire le logging, je vais l'écrire comme ça. D'accord? Alors, je n'ai pas écrit comment on faisait pour loguer, je suppose que vous savez le faire. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est la partie d'avant. Mais, basiquement, l'idée, c'est de dire, je vais avoir une catégorie d'objets, où je vais dire à JavaC, attention, ces objets-là, ils vont pas avoir des appels de méthode normaux. Ils vont avoir des appels de méthode où on va passer par un système où la machine virtuelle fera elle-même le dispatch vers les intercepteurs qui vont bien. Fera elle-même le dispatch pour sauvegarder, pour appeler des choses qui vont sauvegarder en SQL, et ainsi de suite. Donc j'ai besoin, côté Java, de dire, attention, c'est une classe un petit peu particulière. C'est une classe un petit peu particulière et JavaC devra générer un truc légèrement différent de ce qui est fait. C'est-à-dire dire, c'est un appel de méthode, comme d'habitude, ou c'est un accès à un champ, comme d'habitude, mais je vais pouvoir faire des choses, et c'est la VM qui me fera ces choses-là, c'est pas des proxys. Ça sera fait dans le même objet. D'accord? Je vais pouvoir garder l'identité. Finalement, si j'ai plus de proxy, j'ai plus de container. J'ai la composition. D'accord? J'ai pas besoin de container. Alors juste après, comment ça marche? C'est juste un proto de la façon dont ça marche. Bien sûr, on n'écrit pas des intercepteurs normalement. Hein. On les utilise. Mais basiquement, la façon dont ça marche, on a des pointeurs de fonctions qui existent déjà. Alors, vous ne savez peut-être pas. Vous avez déjà regardé Java Lang Invoke comme package? On a un truc qui s'appelle method handle, c'est des pointeurs de fonctions Java. C'est-à-dire que la machine virtuelle sait ce que c'est que des pointeurs de fonctions. Donc si elle sait ce que c'est que des pointeurs de fonctions, on peut justement lui dire, bah, je vais assembler mes trucs, je vais appeler le pointeur de fonction qui est là, puis après celui qui est là, et c'est ça qui va me faire ma composition des choses. Donc c'est les histoires de method handle que j'ai. Mais basiquement l'idée c'est que chaque intercepteur, il va prendre en paramètre un method handle, c'est le premier paramètre, il va renvoyer un method handle, et donc je vais composer comme ça mes différents pointeurs de fonction. D'accord? Donc là je lui dis, basiquement, tu m'appelles la méthode log, c'est le log intercepteur 2.2.log. Je suis en Java 9, donc j'ai le droit d'utiliser les trucs de Java 8. Et le bind to this, ça veut dire que c'est purifié, ça veut appeler vraiment cette méthode-là de ce logger particulier. Donc ça veut dire que je peux mettre des choses dans le logger aussi. Je peux mettre des informations dans le logger. Elles seront vraiment attachées à un truc particulier. C'est pas le seul truc que j'ai besoin au niveau de la syntaxe. J'ai besoin d'un truc un peu particulier, c'est que j'aimerais bien... Alors notez que je suis en train de décrire un système qui est dynamique, hein, parce que c'est ce que c'est. Le Java EE, les implémentations, c'est des trucs dynamiques. Je suis en train de décrire la façon dont, quand je fais un appel de méthode, ça ne va pas réellement faire un appel de méthode direct au truc, mais ça va passer par l'API de logger et ce genre de choses-là. Mais je ne veux pas un langage dynamique, je n'ai pas besoin d'un langage dynamique, je veux garder le typage comme il faut. D'accord? Je veux juste que ça me fasse du boulot en plus. Mais je ne suis pas obligé d'avoir un langage dynamique. Je ne suis pas obligé d'avoir un truc comme Ruby on Rails, enfin comme Ruby, pour écrire un truc comme Rails. Actuellement, écrire un truc comme Rails en Java, c'est très compliqué, justement parce qu'on n'a pas ce truc-là. En Ruby, on a ce truc-là. C'est mal codé, c'est mal écrit. La façon dont c'est fait, parce qu'ils ont pompé le truc de Smalltalk, qui était... Enfin bon, bref. Mais c'est juste qu'on sait faire mieux maintenant. D'accord? On sait faire ça pour que ça ne coûte pas en temps. La façon dont on appelle les pointeurs de fonction, que ça ne coûte pas, que ça fasse l'inlining totalement. C'est-à-dire que si on regarde le code qui va être... Je ne vous ai pas montré de code assembleur, on m'avait dit que c'était un peu beaucoup, je le fais tous les 2 ans. Donc, mais basiquement, l'idée de ce truc-là, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec tout qui est intégré. On n'a pas le container d'un côté et votre application de l'autre, où on n'a pas tout intégré au même endroit. D'accord? Donc j'ai besoin d'une autre chose que j'ai appelée les ghosts, parce que j'aime bien les noms à la con. Alors c'est quoi un ghost? C'est une propriété qui existe pour le système de typage, mais qui n'existe pas pour la machine virtuelle. Ça me permet de typer les choses. Donc quand j'utilise les choses, j'ai ma complétion au niveau de mon IDE. Mais par contre, comme ça apparaît pas au niveau de la machine virtuelle, je peux utiliser le format de stockage que je veux. Par exemple, utiliser une table de hachage. Ça veut dire que tous mes champs qui sont ici, réellement, lors de l'exécution, ils n'existent pas. Je vais y accéder comme des champs au niveau de mon programme, et je vais avoir un intercepteur qui, basiquement, va me les stocker dans ma table de hachage. D'accord? Et je peux faire en sorte que ça aille très vite.
beaucoup plus vite que tout ce qui existe actuellement. Donc je garde le fait que je suis dans un monde typé, d'accord ? J'importe les concepts au niveau de la machine virtuelle, des langages dynamiques, et je m'en sers pour implémenter les trucs du monde J2E. Alors je parle des trucs du monde J2E, il y a plein d'endroits où j'ai des propriétés en Swing et je veux faire ce genre de conneries-là. J'ai des propriétés en JavaFX, je veux faire ce genre de conneries-là. D'accord ? Ici, je vous ai montré un truc qu'on écrit dans une table de hachage. On peut aussi dire, en fait, on appelle un getter, quand il existe. D'accord ? Et ce genre de choses-là. Et c'est pluggable. Vous pouvez écrire vos propres annotations, vous pouvez écrire votre propre intercepteur, ça marchera avec les autres. On veut de la composition. Alors, comment ça marche au niveau sémantique ? D'accord ? Par défaut, je ne sais pas si vous avez regardé le transparent d'avant, j'ai mis mes champs publics. Je peux avoir des champs publics maintenant. De toute façon, ils n'existent pas forcément. D'accord ? Juste pour le compilateur, ils sont publics, je peux les utiliser, mais ils peuvent être redirigés vers des getters. Mais quand je les utilise comme des champs publics. D'accord ? Donc par défaut, si on met le mot-clé interceptable sur une classe, toutes les méthodes publiques, tous les champs publics passent par l'intercepteur. Il ne peut rien faire. S'il ne fait rien, ça veut dire je prends mon méthode handle au niveau de l'intercepteur, je le renvoie, coût 0. D'accord ? C'est-à-dire que je peux avoir un intercepteur, je peux écrire un intercepteur qui va rien faire, et pour la machine virtuelle, le coût, ça sera 0. C'est extrêmement important. D'accord ? Ça veut aussi dire que je peux avoir un intercepteur qui, par défaut, ne marche pas, mon truc qui tourne, j'ai un problème sur tel module, je mets les logs en place sur tel module à runtime. Je redésactive mon truc, mon coût redevient 0. Automatiquement. Pourquoi ? Parce que la machine virtuelle, elle a déjà ce genre de mécanisme directement intégré. Il faut juste savoir en profiter. D'accord ? Donc après, on peut aussi rajouter sur les méthodes et sur les champs qui ne sont pas publics. Si on a envie, on rajoute le mot-clé interceptable. Et ça marche directement. Donc un intercepteur, ça renvoie un méthode handle qui est basiquement un pointeur de fonction. Et les intercepteurs sont appelés dans l'ordre inverse des annotations qu'on a écrites. Je n'ai pas trouvé de meilleure sémantique, si quelqu'un trouve meilleur. Il faut bien que je les mette dans un certain ordre. Peut-être qu'ils doivent donner une priorité entre eux, je ne sais pas. À voir dans la spec. D'accord ? Ce n'est pas le point le plus important. On peut aussi désoptimiser. C'est-à-dire on peut dire, les conditions ont changé. Il y a un couillon sur la console d'administration qui a dit que maintenant on loguait tout. Je suis capable de désoptimiser ce truc-là et de recréer justement mon truc de pointeur et qui appellera mon logger ou qui ne l'appellera pas, et ce genre de choses-là. C'est juste invoke dynamique. Juste ce truc-là qui existe dans la VM, qui a été intégré depuis la version 7, tout ce dont je vous parle là, le seul problème, c'est qu'on n'a pas le support au niveau de Java. Les deux mots-clés là, interceptable et ghost. Si on a ces deux mots-clés dans le langage, alors avec la version 7 de Java, on peut le faire maintenant. C'est cool. Je veux dire, à vendre, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas de développement dans la VM à faire. La VM, elle fait déjà ça. D'accord ? La machine virtuelle Java, c'est déjà un truc dynamique à la con qui jette le code s'il y a des choses qui sont différentes, qui réoptimise à runtime, et ce genre de choses-là. Donc c'est quoi basiquement l'idée d'invoke dynamique ? L'idée d'invoke dynamique, c'est de dire, au lieu de faire un appel où la machine virtuelle, elle dit « c'est cette méthode-là et ça ne changera pas », on dit « je fais un appel vers un code » et c'est le code qui va m'indiquer quelle méthode je vais appeler. D'accord ? Et en plus, j'ai mes histoires de pointeurs de fonction où je peux rajouter du code à exécuter en intermédiaire. Alors, ça a l'air d'être coûteux comme ça, mais ce que fait la machine virtuelle, c'est après, elle prend tous les pointeurs de fonction et elle les explose dans un seul code assembleur qui est directement inséré à l'endroit où on fait l'appel. D'accord ? Ça marche de cette façon-là. Donc on spécifie, là je rentre un peu dans les détails parce qu'il faut toujours, quand je fais un talk, qu'il y ait des détails techniques. Donc comment ça marche ? On va spécifier en fait ce qu'on appelle une méthode de bootstrap. Donc je vous le montre comme ça, sur un exemple simple. Je veux rajouter un nouvel intercepteur, donc je ne suis pas obligé d'écrire du XML. D'accord ? Je peux, sur mon interface interceptor, appeler une méthode register. Ah oui, on a le droit, je suis en Java 9,
En Java 8, on a le droit à des méthodes statiques dans les interfaces. Ça va éviter d'avoir des objets à la con à côté dont le but est de créer un objet de l'interface. On peut tout mettre dans... D'accord? On n'a plus de garbage class. Et oui, on a pourri les interfaces. Non, c'est pas bien. Mais il y avait plein de trucs qui faisaient que ça marchait pas bien les interfaces. Bon, maintenant on a ce qu'on appelle des traits, parce que le concept qui est derrière, les interfaces avec des méthodes par défaut, c'est des traits, mais je ne dois pas dire traits parce que ça vous fait peur. Bon, c'est pas trop l'air. D'accord? Conceptuellement, c'est des traits. C'est des interfaces avec des méthodes par défaut. Bon, toujours est-il que je peux rajouter un intercepteur n'importe où dans le code. Au niveau de mon intercepteur, je vais pouvoir indiquer quelles sont les annotations qui m'intéressent, et comme ça, je serai appelé quand j'ai ces annotations-là. Notez que actuellement, depuis Java 5, on a des annotations, mais on n'a aucun moyen de spécifier la sémantique de ces annotations. Qu'est-ce qu'on fait pour une annotation? Justement, c'est le container qui, lui, grand Dieu, sait comment on fait. D'accord? Ça serait quand même mieux si c'était du code Java. Enfin, je veux dire, du code qu'on puisse écrire et qui ne prend pas 120 lignes. Hein, la méthode que je vous ai montrée pour les logs, c'est vraiment la méthode sur mes tests. C'est exactement ce que j'ai écrit en code. Je n'ai pas écrit plus de code. D'accord? C'est une ligne. D'accord? Donc voilà ce qu'on écrit en Java. J'ai un account et je veux déposer 5. Je vous montre du bytecode parce qu'il faut absolument montrer du bytecode. Donc comment ça marche? On charge la variable 0. On suppose que account est dans 0. On charge la constante 5 et on appelle avec en paramètre un account et 5. L'idée c'est que au lieu que ça soit un appel de méthode classique, on va utiliser une invoke dynamique. Et l'idée du invoke dynamique, c'est de dire, ça ne va pas appeler la méthode directement, mais justement, je vais pouvoir combiner mes intercepteurs en intermédiaire. C'est de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin que JavaC soit capable de générer des invokes dynamiques au lieu d'un invoke statique ou un invoke, enfin les autres invoques, ou un getField, si je veux accéder au champ, et ce genre de choses-là. D'accord? Parce que j'ai juste besoin de mettre en place mon truc. Après, je passe en plus en paramètre, mais qui ne sera pas un paramètre. Alors c'est un peu compliqué. C'est un paramètre qui sera passé, mais que la première fois où je vais appeler, pas après. Je vais lui passer quelle est la vraie implémentation. C'est-à-dire que JavaC, il va quand même me calculer c'est quoi la vraie implémentation. Mais lors de l'exécution, il ne va pas tout de suite dire cet appel-là, c'est celui-là. Comme ça me permet de mettre les intercepteurs au milieu, mais je sais quelle est l'implémentation finale. D'accord? Parce que JavaC me l'a fourni. Et donc après, j'ai quelque chose comme ça. Le code de la méthode de Bootstrap est en fait extrêmement simple. C'est un pauvre MapReduce. En fait, il y a un filter, mais je ne vous l'ai pas montré, ça ne tenait pas sur le transparent. Mais qui est basiquement, je demande à la méthode, donne-moi toutes les annotations. Pour une annotation, je vais chercher l'intercepteur correspondant. Et puis après, je chaîne les intercepteurs les uns après les autres en appelant leur méthode intercept. Donc en faisant une réduction. Ça me renvoie le dernier méthode handle. Et je dis, maintenant, machine virtuelle, utilise ce pointeur de fonction pour appeler la méthode. Et c'est tout. Pareil, je suis en Java 9, j'ai le droit d'utiliser du Java 8. Et à l'exécution, ça marche de cette façon-là. En fait, la première fois qu'on appelle, enfin, avant la première fois qu'on a appelé, on a fait 0 travail. Tant que j'ai pas fait un appel, il y a 0 travail. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes containers J2E, machin, qui sont plus des containers, ils vont être instantanés. J'ai pas à découvrir mes EJB à l'avance. J'ai pas à faire de la transformation de bytecode. Parce que c'est ça qui coûte super cher. C'est qu'ils chargent vos EJB, donc il faut qu'ils les connaissent tous, ils parcourent, ils crawlent pour tous les connaître. Et après, pour chaque EJB, ils font des transformations du bytecode. Transformer le bytecode, d'accord, ça coûte cher, croyez-moi. C'est pas une petite transformation, enfin, c'est en millisecondes. D'accord? Pour chaque classe. On n'a pas besoin de faire ça. La machine virtuelle, elle sait faire ça directement sans qu'on génère de bytecode. J'ai pas besoin de générer du bytecode. J'avais besoin avant 2000 de générer du bytecode. J'ai plus besoin. Enfin, avant le JDK7, c'est sûr. Parce que j'ai plus besoin de générer de bytecode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes containers, ils vont être instantanés. Bon, à part si c'est quelqu'un qui code comme les pieds, mais normalement, je veux dire, actuellement, vos containers, même si c'est des micro-containers, ils sont un peu lents. Ça s'est vachement amélioré, c'est clair. Mais ils sont encore lents parce qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter.
Il n'y a aucune raison d'avoir ces étapes-là. C'est des étapes qui sont dues au fait qu'ils génèrent des proxys, c'est des étapes qui sont dues au fait qu'ils modifient le bytecode à runtime. On n'a pas besoin de ces étapes-là. La machine virtuelle, de toute façon, elle va générer du code assembleur. Donc ça ne sert à rien qu'on génère un code intermédiaire en bytecode pour après aller générer l'assembleur. Génère l'assembleur direct. Ça ira plus vite. Donc c'est vraiment la première fois qu'on fera un appel, qu'on va aller se poser la question, d'accord, de rajouter des choses qui, comme là je veux loguer et que ce que j'ai en paramètres, c'est un tableau d'objets, il va falloir que je prenne mes paramètres et que je les mette dans un tableau d'objets. D'accord? Mais ça, c'est des primitives que la machine virtuelle, elle a déjà. Autant qu'elle utilise ces primitives. D'accord? Alors là, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris quel était le problème. C'est un petit peu compliqué quand on a des désoptimisations, mais c'est quelque chose qu'on veut. On veut pouvoir changer le code, on veut pouvoir changer le logger. On peut aussi faire de l'injection où on réinjecte. Par exemple, où on change le composant à chaud. Un composant, le composant de logging, je peux le changer à chaud. Et ce genre de choses-là. D'accord? Pour ça, il faut que j'ai de la désoptimisation. Il y a déjà des mécanismes dans la VM, mais là, il faudra écrire un peu de code. Parce que actuellement, les implémenteurs de langage dynamique, ils ont fait en sorte qu'on ait accès direct à la VM. Et donc, quand on désoptimise, ça peut jeter tout le code. Tout le code généré, tout le code assembleur généré peut être jeté. D'accord? Donc là, il faut faire un petit travail au niveau du framework pour que ça ne soit pas le cas. Parce que autant les implémenteurs de VM, ils savent plus ou moins ce qu'ils font, enfin les implémenteurs de langage dynamique sur la machine virtuelle Java, autant je ne vous laisserai pas le faire. Donc il y a un besoin d'un petit peu plus de travail. Il faut regarder si on ne fait pas trop de désoptimisation. Il y a un peu de boulot à faire, mais rien d'incroyable. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Un des premiers trucs importants, c'est que la machine virtuelle Java, elle est dynamique. Elle génère du code assembleur à la volée. Elle est capable de bazarder du code à la volée, de réoptimiser le code. Elle passe son temps à faire ça, plein de fois. D'accord? C'est fait sur des threads alors que votre code il est en train de tourner derrière. C'est pas gênant. L'autre chose, c'est qu'on a un peu abandonné J2E. Je veux dire, je me suis aperçu de la façon dont les trucs implémentaient les trucs J2E. Ça faisait 4-5 ans que j'avais pas regardé. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur les mailing lists correspondant au core dev de Java sur J2E. On a l'impression de vivre dans deux mondes séparés. Ça serait peut-être bien que on s'intéresse un peu plus au monde enterprise et qu'il y ait dans Java pas grand-chose. J'ai besoin que de 2 mots-clés. D'accord, c'est 2 mots-clés et j'ai un patch de 15 lignes de code dans Java C. C'est vraiment pas beaucoup. Bon, je suis pas sûr qu'il marche celui-là, mais c'est un problème. Il n'est pas super testé. Voilà, j'ai juste besoin de 2 mots-clés en Java 9 et on aura une révolution des containers, parce qu'on n'aura plus de containers. On peut redistribuer les cartes. On peut baisser le coût de la barrière d'entrée dans le monde J2E. On peut avoir des startups, pas des grosses startups, mais des startups normales qui vont pouvoir fournir leurs propres mécanismes, leurs propres annotations et qu'on va pouvoir composer. D'accord? C'est quelque chose d'extrêmement important pour ne pas avoir un marché qui est sclérosé, qui est cloisonné, où chacun recopie juste les features du voisin et disent « Oh, regardez, j'ai une feature de plus ». D'accord? C'est extrêmement important aussi pour l'open source. Les containers actuellement, ils sont tellement gros que de toute façon, il faut qu'il y ait des boîtes qui payent les gens derrière. C'est pas possible autrement. La charge de boulot pour maintenir ce truc-là, elle est monstrueuse. Et il n'y a pas de raison. Donc j'ai un monsieur en rouge qui me fait signe que j'ai fini. Donc j'ai fini.
Ah, bon, vous viendrez me voir.